santé, parce qu'ils vont intervenir tout au long de la soirée. Et puis on a aussi travaillé avec les conseillères principales d'éducation des 2 collèges, qui malheureusement pour des soucis de santé ne sont pas là ce soir. On a Madame Donval qui est présente, la directrice du collège de Montréal. En amont aussi, on a voulu aussi entendre la parole des jeunes et la parole de parents. C'était important pour nous pour bien comprendre aussi ce sujet. Et du coup, il en est ressorti des témoignages. Et je vous invite vraiment à l'issue de la soirée d'aller prendre connaissance de ces témoignages qui expliquent un petit peu, alors pour les jeunes, ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont ressenti. Et puis pour les parents aussi, comment ils ont pu accompagner, comment ils ont trouvé des ressources. Et c'est vrai que c'est aussi très important. Et puis ces témoignages, ils vont être accessibles sur les réseaux sociaux de la commune. Et puis ils vont certainement aussi être affichés dans les bureaux où on reçoit des jeunes aussi. Parce que pour nous, c'est important de les faire vivre. Donc voilà. Donc la soirée, elle va être consultable après en replay. C'est-à-dire qu'elle est enregistrée ce soir. Et elle pourra être vue en replay. Et vous pouvez échanger tout au long de la soirée, mais c'est filmé au moment de la soirée. S'il y a des choses que vous avez envie d'aborder, vous n'avez pas envie qu'ils soient filmés, en dernière partie de soirée, on arrêtera l'enregistrement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie que ce soit enregistré, il n'y a pas de souci. Vous pourrez prendre la parole à la fin et ça ne sera pas enregistré. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Juste avant de commencer la soirée d'échange, on va prendre juste un petit temps pour poser le cadre de cette soirée pour que chacun puisse se sentir en confiance et que la parole circule de façon respectueuse. Donc on a préparé des petits visuels pour le cadre de cette soirée. Donc l'idée, ça va être bien sûr d'échanger dans la bienveillance, de respecter aussi la confidentialité, de s'écouter sans s'interrompre, d'avoir une vision collective. L'idée, c'est pas de résoudre un problème personnel, mais c'est de réfléchir collectivement à la question du harcèlement, voir comment, de façon collective, on peut le prévenir ou y répondre. Donc ces petites affiches, on va afficher toute la soirée. Ça va nous aider à garder ce cadre de bienveillance et d'écoute. Voilà, merci. Alors, la soirée va se dérouler de la manière suivante. En fait, on va vous poser une petite question et vous allez pouvoir vous connecter avec l'outil par l'intérieur de vos téléphones. C'est de manière anonyme et du coup, nous, on verra juste les réponses, mais on ne verra pas qui a répondu quoi. Et puis après, les intervenants vont rebondir en fonction des réponses. Donc, vous allez avoir apparaître dans la soirée 4 questions. Alors, du coup, il faut se connecter sur menti.com et vous mettez le code, les numéros qui sont affichés tout en haut. Je pense que tout le monde a répondu. On va laisser la parole à Monsieur Laurando et puis à Fanny. On va les laisser se présenter déjà. Alors bonsoir, je suis Olivier Laurando, je suis chargé de prévention pour l'association ACVS 49 et j'en suis aussi le président fondateur. Et puis moi je suis Fanny Agas, je suis accueillante et psychologue à la Maison des Adultes 49 sur le site de Gauche Communauté. Et je vous remercie chaleureusement en tout cas d'avoir fait le déplacement. On est hyper conscient que c'est un coût dans nos quotidiens à tous de se mobiliser pour ce type de soirée, donc je vous remercie beaucoup en tout cas déjà d'être là. Et je compte sur vous pour que ce soit interactif, parce que je déteste les conférences qui sont descendantes. Par exemple, on avait l'impression qu'on avait un cours magistral et c'est pas du tout mon style, alors vraiment n'hésitez pas. L'idée c'est qu'on soit aussi là pour vous et vous répondre en fonction de où vous en êtes, de vos repères à vous, puis de vos réalités, de votre expérience, tout ça. Si je reprends par exemple aux réponses que vous avez données, il y a 9 bonnes réponses. Ça ne veut pas dire que
Là où il y a quatre réponses, c'est pas une mauvaise réponse, mais c'est pas le harcèlement. C'est ce qu'on va plutôt appeler le cyberharcèlement. C'est via les réseaux sociaux, via le numérique. Et puis là où il y a 3 réponses, donc quand c'est une fois, c'est de la violence. C'est un fait de violence. Ce n'est pas caractérisé comme du harcèlement. Le harcèlement, c'est caractérisé par une violence répétée qui amène un mal-être chez la personne, une forme d'isolement. Et la violence, elle est intentionnelle. On a l'intention de faire du mal à l'autre. Cette violence, elle prend différentes formes, verbales, physiques, sociales, dans le cadre de la mise à l'écart. La mise à l'écart, c'est une forme de violence aussi. La violence liée au matériel, quand on vient s'amuser à casser le matériel des camarades pour les ennuyer, ou quand on vient les racketter. Donc tout ça, ça peut rentrer dans le cadre du harcèlement. On sait qu'il peut y avoir possiblement du harcèlement quand il y a un problème de cohésion de groupe, quand le groupe ne fonctionne pas dans l'identique. On sait que là, ça peut arriver. L'idée, c'était de vous partager aussi quelques chiffres. On va le faire dans un second temps. Moi, on m'avait demandé de donner des chiffres en fait, dans la pratique maison des ados, dans les accompagnements qu'on peut avoir à l'échelle départementale. Parce que la maison des ados, il y a Mauges Communauté, mais il y a aussi un site sur Angers, un site sur Cholet, un site sur Saumur, et puis les permanences après sur un peu plus le rural. Et puis un site sur Mauges Communauté qui est tout nouveau depuis le mois d'octobre. J'ai pas de statistiques quantitatives à vous donner, parce que nous, dans nos indicateurs, en fait, on n'a pas un indicateur propre pour harcèlement. J'avais plus envie de vous parler de mon point de vue, alors c'est du point de vue de Fanny Agace, de ce qu'elle a pu vivre à la maison des ados dans ses accompagnements. C'est effectivement un sujet. Alors, nous, c'est pas un motif on va dire de prise de rendez-vous de première intention à la maison des ados. On en a, mais c'est pas ce qui ressort le plus. Par contre, effectivement, c'est un sujet qui revient très souvent dans les préoccupations des parents. Voilà. Il y a eu des actualités dramatiques ces dernières années, donc on a forcément tous entendu parler. Et puis qui a mis en lumière aussi ce phénomène, et ça c'est hyper important. Mais voilà, on sent que c'est une préoccupation qui anime beaucoup les parents dans nos accompagnements. C'est aussi un sujet qui vient souvent après plusieurs rendez-vous avec des jeunes. Quand on commence un peu à ouvrir les tiroirs, c'est pas le premier motif, mais quand on ouvre les tiroirs, on se rend compte que il y a eu des vécus de violence dans le milieu scolaire, des conflits, et puis parfois du harcèlement. Il y a effectivement des jeunes chez lesquels ça a laissé des traces hyper importantes, et des phénomènes de harcèlement, quand même, on observe qui sont de plus en plus tôt. On a des adolescents, donc on accueille donc entre 11 et 21 ans à la maison des ados. Ils arrivent déjà avec une expérience au primaire, dès le CM2, de phénomènes de harcèlement, et puis, qui laissent des traces, et puis qui peuvent se réactiver en fait à l'adolescence aussi. Tous ces traumatismes-là, dans le lien aux autres, ils se réveillent à l'adolescence. Ils peuvent être douloureux parce que l'adolescence est traversée par plein d'autres choses. Je vous parlerai un peu après. Voilà. Beaucoup d'ados qui décrivent des relations aux autres dans les groupes classes qui sont vraiment teintées alors, de beaucoup de brimades. Ils se chambrent beaucoup. Voilà, ils ont un langage qui parfois nous interpelle un peu en tant qu'adultes. Et ça, ils le décrivent bien. Alors il y en a pour qui c'est OK. Voilà. C'est leur façon de se parler, c'est leur façon de communiquer, c'est partie de leurs codes sociaux, même si ça me paraît complètement bizarre de s'insulter pour se dire bonjour ou pour être en interaction et être amis. Et puis d'autres pour qui effectivement c'est beaucoup plus douloureux. Peut-être parce qu'ils ont déjà vécu des phénomènes de harcèlement par le passé, ou parce que voilà, ils sont peut-être moins à l'aise avec l'image d'eux-mêmes, leur estime d'eux-mêmes. Voilà. Et puis, quand même, ce qu'on observe, c'est que c'est un phénomène qui s'amplifie notamment avec le fait que ça se poursuit à l'extérieur de l'établissement scolaire par tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Avec des inquiétudes des parents qui se rendent bien compte que même s'ils posent un cadre autour de l'utilisation des écrans des réseaux sociaux, il y a plein de choses qui échappent. Voilà. On n'arrive pas à voir et en même temps on ne peut pas isoler son enfant complètement, son jeune du reste des autres, et puis il faut quand même qu'il y ait ces interactions-là, il en a besoin pour se sentir bien. Et voilà, on sent que du coup il n'y a plus de moments où ça se stoppe, il n'y a plus de répit, et c'est ça aussi qui peut aggraver la souffrance. Voilà. Et puis effectivement on a aussi dans nos accompagnements, même si je vous dis, c'est pas la majorité des accompagnements de maison des ados, mais on a aussi des cas de jeunes avec une souffrance psychique importante liée avec un harcèlement scolaire qui est avéré, qui rentre dans tous les critères qu'a pu décrire M. Rolando, et puis avec un impact réel sur la santé mentale. Voilà, c'est vraiment très qualitatif, mais ça vous donne un petit aperçu. Je peux donner quelques chiffres qui sont des chiffres officiels, des chiffres nationaux.
Le chiffre qui nous est donné par l'Éducation nationale, c'est 1 enfant sur 5 subirait du harcèlement en France. Ce qui nous fait un chiffre entre 1 et 2 millions d'élèves tous les ans. 5% en primaire, 6% en collège, 4% au lycée. Ça, ce sont les chiffres officiels. Nous, maintenant, je vais vous donner les chiffres de collecte que l'on a au sein de la CVS 49. Le chiffre de collecte que l'on a, quand on intervient dans les classes, on arrive entre 25 et 35% d'élèves qui subiraient du harcèlement. Alors pourquoi ce chiffre est en décalage avec le chiffre de l'Éducation nationale? Parce que l'Éducation nationale va collecter ceux qui parlent. Voilà. Ceux qui signalent leur cas de harcèlement, notamment à la plateforme 3018. Donc nous, quand on collecte les informations, on a les élèves qui lèvent la main et des fois ils nous disent bah, c'est la première fois que j'en parle. Donc on a ça aussi, on a cet effet aussi. On sait que sur ce million à 2 millions d'élèves qui subiraient du harcèlement, il y a 5% d'entre eux qui subissent un harcèlement sévère à très sévère. C'est un harcèlement qui va durer plus ou moins longtemps, mais qui aura de lourdes conséquences sur les personnes. On parlait de mal-être, de santé mentale, de choses comme ça. C'est celui qui aura le plus d'impact sur les personnes. Et sur deux autres chiffres qui sont aussi des chiffres intéressants, 85% des jeunes nous indiquent que le harcèlement, c'est le fait d'un groupe contre une personne. Ce n'est plus le 1 contre 1. Et l'effet de masse est dévastateur quand même. Et 22% des jeunes nous indiquent ne pas avoir parlé ou ne pas vouloir parler à des adultes. Ça, c'est un chiffre sur lequel on essaye d'agir pour le fait de libérer la parole et de rassurer les ados sur le fait qu'ils peuvent parler à un adulte, quel que soit l'adulte, mais qu'ils prennent confiance pour en parler, parce que plus ils gardent ça pour eux, plus ça pourrit de l'intérieur et moins ils auront le courage de le faire au fur et à mesure. Donc ce chiffre de 22%, c'est un chiffre important quand même, parce qu'on a beaucoup de restrictions de parole, où les jeunes nous indiquent qu'ils ont souvent honte de la situation, ils ont souvent peur des représailles, ils ont souvent manque de confiance aux adultes, ils ont peur aussi de la réaction des parents. Moi, j'ai beaucoup d'enfants qui me disent bon, moi, si j'en parle à mes parents, ils vont venir dans la cour de récré, attraper celui qui me harcèle et le secouer devant tout le monde. Et ça, ils n'en veulent pas. Alors, c'est un peu imagé, mais ça fait partie de leur crainte. Voilà ce que je peux donner en termes de chiffres, qui sont des chiffres nationaux et des chiffres de collecte qu'on a sur la région Pays de la Loire. Est-ce que ça suscite des questions déjà? Tout ça. Ou pas? Non. Est-ce que ça vous surprend ces chiffres? Pas vraiment. On va passer à la deuxième question. Du coup, vous avez juste à normalement réactualiser la page et normalement la question s'affiche. Donc suite à la définition, dans quelle situation vous vous situez? Du coup, mon enfant est en situation de harcèlement, mon enfant est en situation de conflit, je ne sais pas ou je ne suis pas concernée. Ce que je trouve intéressant quand même, c'est qu'on voit qu'il y a aussi des personnes qui sont venues peut-être ce soir pour s'informer sur un volet vraiment préventif. Moi, ma casquette à la LIDA, c'est plutôt ça. C'est d'être vraiment sur la question de prévenir. Voilà. Et je constate aussi qu'il y a des parents qui accompagnent leur enfant dans ce parcours-là, dans ces situations-là.
Et j'espère que vous allez pouvoir partir. J'espère que vous avez des ressources déjà, et puis peut-être que vous allez pouvoir partir avec quelques clés ou quelques autres ressources auxquelles vous n'auriez pas pensé. Quand on a préparé là, cette soirée, tous ensemble, moi je me suis dit quand même que c'était pas complètement dingo de parler un peu de l'adolescence en fait. Alors de faire un focus sur le harcèlement, ok, super, hyper important, mais aussi de faire un focus sur l'adolescence. Pourquoi parce que crise d'ado, jeune en souffrance, c'est pas toujours facile de savoir la part des choses. Voilà, ça c'est la première chose. Que, à mon sens, pour vous aider en tant que parents ou professionnels qui travaillent avec des ados à positionner le curseur, c'est hyper important que vous ayez déjà des repères sur ce qui se passe à l'adolescence. Je suis sûre que vous en connaissez un rayon, hein, je ne doute pas. Mais parfois, ça permet, des fois, de prendre un petit peu de recul, de ne pas paniquer trop vite. Parce que je vais vous dire quelque chose, c'est que le harcèlement, ça a toujours existé. Toujours. Peut-être même vous, quand vous étiez jeune, vous en avez subi ou vous en avez vu, enfin, ça a toujours existé chez les ados. Ça fait partie du fonctionnement adolescent. Il y a des choses qui sont ordinaires. C'est pas pour autant que ça ne fait pas souffrir. Hein. D'accord ? Il y a des ados pour qui c'est terrible et pour qui ça va avoir un impact terrible. Mais dans ces chiffres-là, il y a aussi des ados qui subissent du harcèlement, mais qui ont des ressources, voilà, internes, externes, et puis qui vont réussir à passer le cap. Puis ça va faire partie de leur histoire, ils vont se le réapproprier, puis ils en feront aussi une force à un moment donné. Voilà. C'est aussi de ne pas noircir complètement le tableau. Parce que je ne suis pas sûre que ça aide de noircir complètement le tableau. En fait, et puis je me dis, enfin, il y a aussi quelque chose qui est important, s'alarmer trop vite, et alarmer trop vite les ados, c'est pas non plus très rassurant pour eux. Voilà. En tant que parents, comment on peut savoir où se placer, ou comment réagir? Je vais vous donner 2-3 billets. Je vais essayer. Donc, vous expliquer un peu ce qui se passe pour les ados, ce qui se passe pour l'adolescent dans le groupe. Et puis on aura aussi toute une partie à la fin sur tout ce qui est signe le repérage des signes en fait, de mal-être, les signes de souffrance qui doivent vous alerter. À quel moment ça devient inquiétant. Il y a un truc qui est hyper important à l'adolescence, c'est que c'est l'histoire singulière. Quand je disais que voilà, c'est comme pour le harcèlement, hein, on ne se remet pas tous de la même façon des événements de vie qu'on traverse. L'adolescence, c'est une histoire singulière. Il y a un truc important à savoir, c'est qu'il y a des invariants pubertaires quand même. Il y a des choses qui ne changent pas entre les adolescents dans comment est-ce qu'ils vont se développer, au niveau biologique, psychique. Et par exemple, il y a 2 ans d'écart dans le développement pubertaire entre les garçons et les filles. Je vous laisse deviner dans quel sens ça nous peut faire. J'ai le plus avancé. Et c'est pour ça que parfois on a aussi des gens hyper surpris. Il y a des différences dans les fratries. On peut avoir un ado numéro 1, puis un ado numéro 2, un ado numéro 3, 4, 5, 6, ça commence à faire beaucoup, mais il y a des différences aussi dans les fratries. Ce qui veut bien dire que tout ne vous appartient pas. Que tout n'est pas de votre faute en tant que parent. Il y a aussi des choses qui vous échappent et qui font partie de ce qui sont eux. Voilà. Il y a le tempérament, il y a le contexte dans lequel il est né cet enfant, voilà, qui n'est pas le même pour le numéro 1 et le numéro 2. Il y a le lien qu'il a avec ses parents, son père, sa mère, qui n'est pas forcément le même. Il y a la question de ses besoins à lui qui sont propres. Voilà. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette miracle pour traverser l'adolescence avec son ami. Il n'y a pas de recette de pâte à crêpes. Donc ça serait bien l'adolescence avec son ami. Ça serait cool. Mais les recettes de pâte à crêpes, c'est hyper personnel. En tout cas, en simultané, il y a un développement biologique chez les ados, un développement cognitif, un développement psychique et un développement social. C'est voilà, beaucoup de choses à traiter. En même temps, c'est un très très gros changement pour eux. Donc, j'aime bien dire, soyons indulgents avec les ados. Voilà. Je vous fais un comparatif. Le 18 mois, 2 ans, qui est en plein apprentissage de la question des émotions, de la frustration, on est dans le supermarché, on est indulgent avec lui, il est dans un pic d'acquisition. Donc l'adolescent, c'est pareil, hein, il est dans un pic d'acquisition. Alors, moi j'ai choisi du coup de découper l'adolescent en 3 parties. Je vais vous faire un tête, cœur, corps. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête des ados, qu'est-ce qui se passe dans le cœur des ados et qu'est-ce qui se passe dans leur corps. Sauf que, comme je ne fais jamais rien de façon très simple, j'ai choisi de commencer par le corps. Voilà. Dans le corps, le bouleversement pubertaire, la puberté. La puberté, c'est quoi, hein? C'est l'apparition des caractères sexuels secondaires, donc avec une imprégnation hormonale massive. Des fluctuations hormonales importantes qui jouent aussi sur l'humeur, sur les émotions. Et c'est ça en fait, on pourrait commencer par ça en fait. C'est pour ça que j'ai commencé par le corps en fait. La puberté, c'est ça qui vient expliquer tout ce qui se passe derrière, vous allez comprendre.
cheminement. Voilà. Donc il y a un corps qui change, un corps qui change très vite, hyper rapidement, qui peut des fois donner un sentiment d'étrangeté à l'adolescent lui-même. Il ne se reconnaît plus trop dans le miroir. Puis il faut qu'il se réapproprie cette image, il faut qu'il se réapproprie ce corps-là. Il se lève le matin, il y a une poussée d'acné, bon, vous voyez, il y a tout ça qui se passe. Et ça module aussi le rapport qu'il a à son image et l'estime qu'il a de lui-même. Ça change aussi le regard que les autres ont sur lui. Le regard des parents et puis le regard des pères. P-A-I-R-S, pardon. Donc il a besoin de se réapproprier cette image, et pour se réapproprier cette image, qu'est-ce qu'il va faire? On fait tous, il n'y a pas que qui le font, il va se comparer. Il va se comparer aux autres pour voir ce qui est normal. C'est quoi être un beau jeune homme, c'est quoi être une belle jeune fille dans les standards aujourd'hui occidentaux. Donc il y a des complexes qui apparaissent, ou qui s'ancrent un peu plus. Ils étaient déjà là, et puis voilà, on n'a plus trop la main sur ce qui est en train de se passer, et puis ça prend dans le temps. J'en vais pas en faire beaucoup de citations parce que c'est un peu chiant les citations, mais celle-là je l'aime bien. C'est pas de moi. Si l'ado se relance à la découverte de soi, c'est parce qu'il est dépaysé par sa propre personne. Ça va un peu synthétiser la partie sur le corps, la tête. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il y a un développement, donc le cerveau est mature à quel âge? 25. Maturation cérébrale, 25 ans. Ouais, ça pique, hein. Ça dépend où vous en êtes, ouais. Alors, c'est une fourchette, hein. D'accord, il y en a qui arrivent à maturation un peu plus tôt, mais donc il y a un développement des zones du cerveau frontal et préfrontal. C'est les fonctions cérébrales supérieures. Les fonctions cérébrales supérieures, c'est la prise de décision, la résolution de problèmes, la planification, l'organisation, la motivation, la discipline et la régulation émotionnelle. Et bien sur ça, ils sont pas matures. Ils ne sont pas matures, ils sont en pleine sous clairement. Ils sont ados, l'organisation. Et ouais. Et la motivation, quand on dit oh là là, ils font rien, ils procrastinent, tout ça. Bah ouais. Alors on va pas non plus. En fait, là, quand je vous dis c'est être un peu indulgent, j'entends bien qu'au quotidien, maintenant, c'est hyper chiant. On se regarde 46 fois qu'on est dans la chambre et qu'il ne le fait pas, un exemple. Ou que ça fait 46 fois qu'on l'appelle pour descendre pour manger et qu'il ne vient pas manger. On est là à hurler. Il faut juste couper le buffet. Et là, ça fonctionne. Et ça influence juste pour prendre un tout petit peu de recul quand c'est un peu relou au quotidien. C'est vraiment de se dire qu'il y a des choses qui les dépassent, qu'il y a des choses qui ne leur appartiennent pas, que c'est une phase, et que vraiment ils sont un peu dépassés globalement par ce qui les traverse. Quand on cause un peu avec eux, nous, on se rend bien compte qu'il y a quand même plein de choses là. C'est compliqué. Voilà. Donc, pas de capacité à s'auto-réguler. Un ado, il ne peut pas s'auto-réguler seul. Pour autant, on n'oublie pas, c'est une histoire singulière, il y a des ados qui sont plus responsables que d'autres. Voilà. Mais ils ont quand même encore des difficultés et ils ont encore besoin des adultes autour d'eux pour les aider à déplacer ce fameux curseur dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils n'arrivent pas à gérer non plus toutes leurs émotions. Pourquoi? Parce qu'en fait, le lobe frontal qui n'est pas fini, il ne peut pas contrôler le lobe limbique qui est derrière. C'est le centre des émotions. C'est ça aussi qui explique que parfois les parents me disent ils se foutent de ma gueule parce qu'il y a 2 minutes il était en train de pleurer là, elle était en train de pleurer, elle était en crise, dans son boule dans son lit, puis elle redescend et puis elle est complètement hystérique, elle est morte de rire, et elle est avec ses copines au téléphone ou en vocal, je ne comprends pas. Il y a des choses qui s'expliquent aussi vraiment physiologiquement. Autre chose, un ado il est plus sensible au contexte social, donc il est plus sensible à tout ce qui se passe autour de lui. Sensible à ce qui se passe à l'intérieur de lui et plus sensible à ce qui se passe autour de lui. Vous voyez un boulot, super, une belle arbre avec l'écorce un peu blanche, vous enlevez l'écorce. L'ado il est comme ça, quoi. Il est vraiment, c'est l'arbre sans écorce. Il reçoit tout. Ça peut peut-être vous parler, vous pouvez dire un truc et puis il le prend hyper mal. Alors que il n'y avait pas du tout de mauvaise intention. Peut-être que 2 jours avant ça se passait bien, il le prend très très fort. Ça c'est hyper important. Et je ne vais pas vous faire un topo en plus sur le contexte social actuel. Pas vous faire sur la géopolitique et la politique, mais je pense qu'on peut tous s'entendre sur le fait que c'est pas hyper léger en ce moment. Voilà. C'est aussi pour ça, alors l'ado il a besoin de tester ses limites, il a besoin d'essayer. Ça va aussi l'aider à se développer cérébralement sur la question aussi de s'autoréguler. On ne peut pas s'autoréguler si on n'expérimente pas. On ne va pas un petit peu toucher les limites. Ça fait partie, il a besoin de se faire des expériences. Et pour autant, il y a des ados qui vont être beaucoup dans la triangulation.
c'est compliqué de les accompagner parce qu'on a beau poser le cadre, on a beau poser les limites et d'être hyperactif, de plus en plus loin. Et ça, c'est compliqué. Mais voilà, ça fait aussi partie de leurs besoins. Et puis, dernière chose, dans sa tête, il est pris par plein de questions existentielles, votre ado. C'est une période de choix de vie hyper importante, hein, c'est le passage entre l'enfance et puis tranquillement l'âge adulte. Donc il y a les questions de choix de vie, les questions d'orientation. Ils ont l'impression parfois qu'ils vont devoir faire des choix irrémédiables, qu'ils ne pourront plus jamais revenir en arrière et que leur vie là, elle va boucler à la fin du lycée. Quoi. Ouais, je trouve ça un peu chaud, parce que moi je suis même pas sûre que la vie soit complètement bouclée et que tous mes choix sont irrémédiables. Mais ils ont un truc un peu comme ça. Donc c'est un petit peu anxiogène. Voilà, ça c'est pour ce qui se passe dans la tête. Je vais terminer par le cœur. Et là, c'est peut-être ce qui va faire le lien avec le harcèlement. Mais je suis obligée de passer, il fallait que je vous décompose partie par partie. L'importance des relations aux autres, à l'adolescence, des pairs, dans la construction identitaire. Un ado, pour passer à l'âge adulte, il a besoin de finaliser la construction de son identité, de son système de valeurs. Il a été imprégné de ce qu'il a vécu dans son système familial ou par ses figures, parce qu'il y a d'autres figures d'attachement. Une situation, c'est des figures d'attachement qui sont un peu différentes. Tout ça, ça l'a nourri. Et même si parfois il a besoin de rejeter ses parents ou ses figures d'identification, il ne rejette jamais totalement ces valeurs-là. Et là, il a besoin de faire le tri entre ok, ça je garde, c'est cool, ouais, ça j'ai pas trop envie, puis je vais aller voir comment ça se passe ailleurs. Donc effectivement, ça passe beaucoup par là. Il cherche une identité, mais il cherche aussi l'altérité. La question de l'autre. Et comment fait l'autre, et comment réagit l'autre, et qu'est-ce qu'il pense l'autre. Et donc il compare son schéma familial à celui de ses amis. Qu'est-ce qui se passe avec les parents des autres? C'est quoi les règles chez les parents des autres? Vous remarquerez, c'est toujours vu chez les autres. C'est normal. Et puis, malgré tout, alors il a aussi besoin parfois de passer par le rejet de ses parents et par le conflit. Voilà, ça fait partie du jeu. Parce qu'il a aussi besoin de voir que derrière, vous n'allez pas lâcher. C'est dur, hein. Mais il faut aussi qu'il voit que vous allez tenir. Que ce lien-là, quoi qu'il se passe, quoi qu'il en coûte, quels que soient ses choix, quelles que soient ses décisions, que ce soit dans sa tête, dans son cœur ou dans son corps, vous allez rester là. Vous n'allez pas le lâcher. Et c'est pour ça qu'il est paradoxal. Et qu'il n'est pas toujours facile à comprendre. Voilà. Alors, c'est aussi ce qui explique que les réseaux sociaux. On a pu faire une soirée sur les réseaux sociaux. On ne va pas faire une soirée sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, pourquoi les ados ils consomment autant de réseaux sociaux? Parce que c'est aussi des lieux d'identification à des pairs. C'est aussi un moyen et de rester en lien avec ses amis, mais aussi d'aller s'identifier à d'autres pairs sur des réseaux, à des figures. Alors, c'est pas toujours des ados. On ne parlera pas des standards aujourd'hui sur les réseaux sociaux si vous regardez Instagram et les influenceuses. Mais c'est aussi un des lieux d'identification, c'est aussi des choses qui leur permettent de construire un peu leur système de valeurs. Ils en ont besoin. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas des choses qui sont questionnantes et interrogeantes sur la question des réseaux sociaux, mais je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Mais ça explique aussi pourquoi ils le consomment aussi. Et c'est aussi un lieu pour rêver à ce qu'ils vont être à l'adulte de demain, qu'ils seront. Alors parfois avec des rêves qui sont un peu inatteignables. Si on parle des influenceurs à Dubaï, par exemple. Dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Les relations affectives. Les premières relations. On a déjà eu d'autres, il y a déjà eu des flirts, il y a déjà des amoureuses, mais à l'adolescence, il y a les premières relations affectives, les relations de couple qui peuvent durer, qui sont hyper importantes. La question de l'identité sexuelle, en tout cas de l'orientation sexuelle, et puis parfois des questions autour du genre aussi, qui se passe dans le cœur de nos ados. L'ado, il a aussi besoin, malgré toute sa bulle. Il a besoin de s'isoler. Je dis 2 mots sur l'isolement parce qu'on va parler des isolements dans les signes de souffrance. Et justement, pour vous aider à placer le curseur, un jeune qui s'isole dans sa chambre, c'est pas nécessairement inquiétant. Ils ont besoin d'être dans cette bulle-là, ils ont besoin de leur autonomie, ils ont besoin de leur sentiment d'être indépendants, pouvoir vaquer à leurs occupations, etc. Le tout, c'est de jamais complètement perdre le lien avec son ado. Ce qui est inquiétant, c'est un ado qui ne sort plus de sa chambre, c'est un ado avec lequel on ne parle plus, c'est un ado avec lequel on ne partage plus aucun moment, qui n'a plus de vie de famille autour d'un repas, qui n'a plus de sorties en commun, vous voyez. Mais un ado qui s'isole, c'est normal. Et puis qui rentre sa chambre complètement impénétrable parce qu'il ne range plus de ses bordels et que de toute façon on ne peut pas passer ou parce que ça pue, ça fait aussi partie de la vie. Voilà. Alors, l'ado dans le groupe. L'ado dans le groupe, vous faites le lien avec tout ce que je viens de vous dire.
Il y a des phénomènes de groupe massifs, en fait, effectivement, qui peuvent conduire à du harcèlement au moment de l'adolescence. Parce que l'ado, il a besoin donc d'altérité, s'identifier à l'autre, et donc d'un sentiment d'appartenance. Il a besoin de ce groupe auquel il a le sentiment d'appartenance, ils ont des codes communs, ils ont des rêves communs, ils ont des centres d'intérêt communs. C'est hyper important, c'est primordial dans la construction des adolescents. Alors que tous les ados n'ont pas besoin de gros groupes. Les ados, voilà, ils ont 1 ou 2 amis, ça leur suffit, mais ils ont besoin de ce sentiment d'appartenance. Et qu'est-ce qui marche hyper bien pour renforcer le sentiment d'appartenance? Rejeter l'autre. C'est faire un groupe, être un groupe contre un autre groupe. Un groupe contre un jeune. Alors les ados ils le font, mais t'abondes pas que sur les ados, il n'y a pas que les ados qui le font ça. C'est très humain. Et ça passe, ça passe par aller appuyer sur la différence. Ils sont très bons. Appuyer sur la différence, le truc qui peut faire mal, le trait, le caractère physique. Voilà. Mais ça, c'est un motif pour rejeter, c'est un bon motif pour renforcer son identité et se sentir plus fort. Ensemble. Et puis il y a un truc aussi qui est hyper important, c'est qu'il a ce besoin d'être affilié et donc il est prêt à tout pour conserver sa place dans le groupe. Et c'est pour ça que parfois on dit qu'il y a des leaders et il y a des suiveurs. C'est parfois un peu à prendre avec des pincettes, mais en tout cas il y a une dilution des responsabilités dans le groupe. Ça c'est pareil chez les ados, mais c'est dans tous les groupes d'êtres humains. À partir du moment où on est un groupe, la responsabilité, faut aller dans le groupe là. Et c'est plus moi, c'est les autres. Et puis on fait le lien avec à la tête, on fait le lien avec le fonctionnement cognitif à ce moment-là, ce qui se passe psychiquement. Ils sont plus impulsifs, donc ils maîtrisent moins aussi comment ils se parlent. C'est pour ça que parfois ils se parlent hyper mal. Ils sont plus impulsifs. Ils sont aussi plus sensibles. C'est aussi important, comme je disais tout à l'heure, ils sont en pleine incorporation de leur corps, de leur image. Et c'est pour ça que ça peut être aussi douloureux quand on se fait rejeter, qu'on vient nous pointer là, cette caractéristique physique qu'on a, qu'on n'aime déjà pas. Ça peut faire super mal. Ils ont des doutes, ils ont des complexes. Et voilà, c'est tous ces éléments, là, cette espèce de petit melting pot, qui vient aussi expliquer pourquoi il y a ce phénomène de harcèlement à l'adolescence. Et pour autant, comme je disais tout à l'heure, il faut aussi vraiment, des fois, prendre du recul et pas agir trop à chaud. Je rejoins Monsieur Lorenzo, il n'y a rien de pire pour un ado que des parents qui paniquent de fou, qui arrivent pour un bas de combat, dans la cour. Enfin, voilà, je comprends, c'est normal, c'est vos enfants. Évidemment, vous êtes hyper inquiets, en plus il y a des actualités, comme je disais tout à l'heure, terribles. Ça reste à la marge, c'est terrible, ça reste à la marge. Paniquer, c'est pas nécessaire. Prendre du recul et parfois aussi en tant que parent, trouver des espaces, après, je suis dans cette situation-là, je sais pas comment agir, j'ai besoin qu'on m'aide. Des fois, c'est important, pour pas aller trop vite et puis voilà, aussi bien accompagner au mieux son ado dans cette période-là. Voilà. Est-ce que ça va? Je n'ai pas été trop vite. Parce que j'ai parlé beaucoup, en plus je sais pas du tout, j'avais un timing, mais je sais pas du tout si je fais bien mon timing. Waouh! C'était la pression. Ok. On va passer à la 3e question. Alors là, du coup, vous allez pouvoir taper les réponses que vous pensez. D'après vous, quels sont les signaux d'alerte? Vous pouvez mettre plusieurs dans la même réponse. Avant que Monsieur Laurando et Fanny Agas continuent leur intervention, on va vous montrer une petite vidéo.
Alors sur les différents messages que je vois, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Vous avez parlé beaucoup d'isolement. L'isolement, c'est un premier signe. On parle de baisse brutale des résultats scolaires. Il faut savoir que la baisse des notes n'est pas toujours significative. Ce n'est pas toujours un marqueur principal du harcèlement. Tous les signaux qu'on va vous donner sont connexes à toutes les situations de l'adolescence. Vous parlez d'adolescence, voilà, ce n'est pas lié qu'au harcèlement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut savoir qu'il y a des élèves qui conservent leurs notes et qui même travaillent bien à l'école, parce que la dernière chose qui leur reste dans le harcèlement, c'est la scolarité. Et ça leur appartient, leurs notes. Donc ils vont s'enfermer dans le travail, au risque de refuser l'échec. C'est-à-dire que si à un moment donné, ils ont une mauvaise note, ils vont s'effondrer, parce que c'est une catastrophe pour eux. Si je vous dis l'envie de rien, on a parlé tout à l'heure d'adolescence, l'envie de rien, c'est... Ils ont toujours envie de rien. Oui. Mais une envie de rien qui est brutale, par exemple, du jour au lendemain, il est plus participatif, il ne veut plus rien faire. Ça peut être un signal qu'il y a un truc qui ne va pas. Et ça va aussi avec aussi l'incapacité en fait à effectuer les tâches de la vie quotidienne qu'ils faisaient habituellement. Voilà, avec ça. Les troubles du sommeil sont aussi intéressants parce qu'en fin de compte, ça c'est beaucoup d'élèves qui nous le disent, quand ils vivent une situation de harcèlement, le simple fait de dormir, ça fait se rappeler sa journée. Et revivre une deuxième fois sa journée, c'est pas possible. Donc ils retardent au maximum le sommeil. Donc ça crée des désordres. Le repli sur soi, ils vont aller moins, il quand même d'y avoir moins d'amis, des choses comme ça, donc ils vont avoir moins d'amis. L'absentéisme scolaire, ça c'est un signal quand même, et c'est un signal qu'utilisent beaucoup les établissements scolaires quand les enfants sont souvent malades et restent à la maison. C'est quand même un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a mal au ventre, il a mal à la tête, il vous le dit, il a de la fièvre, parce que c'est vrai que le harcèlement, ça peut déclencher des pathologies, hein, des choses comme ça. La perte d'appétit ou l'augmentation de l'appétit. Ça dépend comment on va rentrer dans les troubles alimentaires. Donc il y en a beaucoup qui vont perdre de l'appétit, puis il y en a d'autres, ils vont rentrer dans une surconsommation alimentaire. Les maux de ventre, les maux de tête, j'en parlais. Les traces de blessures peuvent être aussi des signaux. Donc ça, pour nous, c'est des signaux qui sont plutôt faibles. On a deux signaux forts qui peuvent nous alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est l'irritabilité. Donc, du jour au lendemain, il s'en prend à ses frères et sœurs, il s'en prend à sa famille. Parce qu'en fin de compte, il ne peut pas décharger sa violence qu'il subit sur ses harceleurs. Donc il a fait subir à sa famille. Donc il s'en prend souvent à ses frères et sœurs, il va être hyper méchant physiquement ou verbalement. Et puis il y a l'hypervigilance. C'est le fait d'être hyper attentif à tout ce qui l'entoure. Ça veut dire que dès le matin, quand il va arriver à l'école, il va déjà se mettre dans la tête qu'il va lui arriver des choses. Il va se dire, si je vais dans tel endroit, on va encore me harceler, on va encore me frapper, on va encore m'insulter. Donc déjà, rien qu'arriver au portail, il est déjà dans la simulation de la journée qui va se passer. Et ça fatigue autant physiquement que nerveusement, d'être attentif tout le temps. Et ça amoindrit sa capacité à suivre en classe. Donc ça, nous, l'hypervigilance, c'est vraiment un signal fort. Quand même, il y a beaucoup d'élèves qui nous disent ça, d'anticiper les choses. C'est la même logique que quand on passe à côté d'un groupe et on les entend chuchoter ou rigoler. On a l'impression qu'ils parlent de nous, qu'ils rigolent de nous. C'est la même sensation. Et ça les gêne. Donc ça, c'est vraiment, nous, l'irritabilité et l'hypervigilance sont deux signaux qui nous paraissent intéressants quand même. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est un changement brut et radical du comportement de votre enfant. Du jour au lendemain, il change totalement, ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Ça peut être du harcèlement, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être plein d'autres choses dans le cadre de son évolution. Mais ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut peut-être continuer la communication, toujours communiquer avec lui, mais de lui poser peut-être des petites questions dirigées pour savoir comment ça se passe en ce moment. Lui dire, bah tiens, en ce moment, tu parles plus de tes amis. C'est bizarre, on les voit plus à la maison. Donc d'essayer d'engager quand même un petit dialogue pour prendre en compte tout ce qui se passe. Il va peut-être pas vous dire au début, non mais ça va, il va vous dire ça va, il va pas vous dire non, je suis harcelé. Mais parce qu'il n'ose pas se confier au début. Au fur et à mesure, en discutant, vous allez pouvoir décerner différentes choses. J'allais ajouter, ça peut passer par vous, et puis parfois, si vous êtes déjà rendu, on parlait tout à l'heure, vraiment sur une phase où votre ado, il vous rejette, il met de la distance avec vous et puis il ne veut plus du tout vous parler. Alors, il y a la question des ressources et des professionnels, mais avant ça, on ne pense pas toujours
à avoir une personne référence dans les proches. Je suis quasi sûre que pour un certain nombre d'entre vous, il y a un tonton, une tête à un grand-mère, une grand-mère, un grand-père, un parrain, une marraine, un ami à vous, une amie à vous, enfin oui, quelqu'un avec qui il se sent bien, qui connaît depuis longtemps et qui pourrait engager cette conversation-là si vraiment vous sentez que vous n'arrivez pas à accrocher. Des fois, il faut penser à avoir cette personne-là ressource aussi, vous pouvez solliciter dans votre entourage et ça marche bien pour plein d'ados. Ou ça va être des gens extérieurs à la famille, comme les animateurs, par exemple, s'ils sont dans un club sportif, l'éducateur sportif peut être aussi la personne référente. Ce qui est important, c'est qu'il ait quelqu'un qui parlait. Alors, il ne faut pas se frustrer en tant que parent. Quand on est parent, des fois, on se dit « Ouais, mais il n'est jamais venu me parler. » Bah oui, mais parce que c'est pas qu'il n'a pas confiance, c'est qu'il a envie de rajouter ses problèmes sur les vôtres. Il a envie de vous protéger. Alors qu'on dit souvent à l'enfant, c'est pas à lui de protéger l'adulte, c'est plutôt l'inverse, c'est à l'adulte de protéger l'enfant. Mais il a cette impression de dire « Oui, mais si je rajoute mes problèmes, on va parler que de ça, et puis ça ne va pas être... mes parents, ils ont déjà leurs problèmes. » Donc c'est important aussi de bien prendre en compte que, comme ça peut être dit, oui, il y a d'autres personnes ressources que vous. Il faut savoir perdre la main. C'est pas facile quand on est parent. Et l'hypervigilance, elle peut arriver aussi avant d'arriver au portail. Tout à fait. C'est sur le chemin. À la maison, ça peut aussi. Déjà, au départ, à la maison, je voyais, il y a marqué sorte de phobie scolaire. Alors, une phobie scolaire, c'est pas un signal, c'est une conséquence du harcèlement. C'est plutôt une conséquence. Mais oui, à la maison, déjà, il va déjà se plaindre, il va dire « Ouais, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. » Il se projette déjà. Et lui, et vraiment, où l'hypervigilance va être accrue, c'est dès qu'il arrive au portail. Parce qu'il sait que là, il ne peut pas reculer. Il est obligé d'avancer, il est obligé de rentrer dans l'arène. C'est là que ça va être compliqué. C'est pour ça qu'il met des techniques après d'évitement. Par exemple, quand on est au collège, ils vont se cacher à l'infirmerie au lieu d'aller à la récré, ou se cacher au CDI, ou se cacher dans des lieux où il y a des adultes. Ou se cacher dans les sanitaires, tout simplement. Passer son temps de récré planqué dans les sanitaires. Donc ça, c'est important aussi à prendre en compte. Et puis j'ajouterais que c'est hyper important de se dire aussi que, alors, comme vous l'avez sur c'est des signes de mal-être psychique qui sont globales, qui ne sont pas que propres au harcèlement, mais s'il y a des signes forts concernant le harcèlement. C'est hyper important de repérer précocement le mal-être à l'adolescence. Pourquoi? Parce que c'est une période de fragilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour plein de raisons. Et puis c'est aussi, comme je vous disais tout à l'heure, une période où on pose toutes les bases pour la construction de l'adulte en fait, qui va être demain. Donc un jeune qui est hyper abîmé dans ses relations qu'il a aux autres, ça va aussi avoir un impact demain dans sa relation, ses relations aux autres, ses relations amicales, etc. Par contre, les signes de souffrance, on s'inquiète à partir du moment où on commence à en voir plusieurs. D'accord ? On commence à en voir un, deux, ok, on entre dans une phase là, d'échange, ou alors on interpelle quelqu'un de son entourage, on essaye d'avoir une observation un peu plus fine. Par contre, à partir du moment où on en observe plusieurs, c'est là qu'il faut aussi enclencher les choses pour aider son jeune. Pourquoi? Parce que ces signaux-là peuvent ensuite avoir un impact sur la santé mentale. Je vais juste dire deux mots sur la santé mentale, parce qu'on a une tendance un peu tenace de croire que c'est associé qu'aux troubles mentaux, et puis à un pire, on a une vision hyper stéréotypée de la folie, la santé mentale, c'est quand on est fou. Faut vraiment déconstruire ça aujourd'hui, parce que c'est un sujet du quotidien, en fait, la santé mentale. En fait, la santé mentale, c'est une jauge. Votre santé mentale, c'est pas que quand ça va mal. La santé mentale des jeunes, c'est pas que quand ça va mal. C'est une jauge qu'on remplit tous les jours d'expériences agréables, positives. Et il n'y a pas de santé sans santé mentale. Tout est lié. Faut vraiment, alors c'est quelque chose dont on prend soin au quotidien, parce qu'effectivement, quand la jauge elle est complètement vide, quand notre petite jauge de santé mentale elle est vide, c'est beaucoup plus compliqué de traverser un obstacle, une difficulté, un traumatisme, un trouble psychique. Et c'est aussi pour ça qu'on peut avoir un trouble psychique diagnostiqué et avoir une bonne santé mentale. Si on est bien accompagné, si on a des ressources, si on a des centres d'intérêt, qu'on a un entourage fiable, etc. Et en tant que parent, qu'est-ce qu'on peut faire si quand on a des alertes comme ça, des signes d'alerte de notre enfant, et qu'à côté de ça, on n'est pas aidé par les enseignants notamment, quand c'est à l'école. Enfin, nous, quelles sont nos ressources après en tant que parents? Parce qu'on a zéro aide, on est à nous-mêmes. Après, c'est passé par la hiérarchie. Souvent, voilà, il y a Et quand la hiérarchie...
Ah, il y a toujours une hiérarchie. Oui, mais quand la hiérarchie de la hiérarchie Eh ben, il y a de le... l'éducation nationale nous dit, en fait, c'est comme ça, c'est pas autrement, et c'est mis sous le tapis. On fait quoi? C'est à trouver du soutien ailleurs. Parce qu'il y a plein de choses qui sont aussi personnes dépendantes, c'est la réalité. Il n'y a pas forcément des mauvaises volontés, mais il y a aussi des positionnements qui sont différents. Et dans toutes les relations d'aide et de soutien, la première chose qui fonctionne, c'est la question aussi du feeling qu'on a avec les gens. Alors c'est pour ça que parfois aussi on peut avoir des expériences d'aller voir des professionnels à l'extérieur, d'aller voir un psychologue et dire c'était nul, ça m'a pas du tout aidé, j'ai trouvé très très mauvaise. Et c'est pas pour autant qu'il faut rester sur cet échec-là et se dire que ça va ensuite être la même chose sur toutes les autres situations, surtout avec tous les autres professionnels. La première chose déjà c'est de trouver la personne de confiance, le professionnel en qui vous avez Parce confiance. que les délais, les psychologues, tout ça, les délais sont hyper longs. Pas à la maison des adultes, vous avez rendez-vous sous 15 jours. Il faut savoir que vous êtes là. Mais vous venez nous dire. Alors au mois d'octobre pour moi, mais il y avait une antenne à Cholet, alors j'entends, ça fait un peu de route de Saint-Pierre, mais je veux dire, il y a des choses qui existent après, je suis d'accord avec vous, c'est pas toujours lisible. L'antenne à Cholet, c'est difficile en tant que parent de savoir où aller justement. Évidemment. Parfois dans les collèges ou les écoles, en fait, on ne propose pas ces choses-là. Il faudrait que ça, que ça arrive dans les sacs à dos. Il y a des choses qui commencent à arriver dans les... C'est vrai que si dans l'établissement scolaire, votre enfant, alors je ne sais pas si c'est l'école ou le collège, vous ne rencontrez pas de la réponse que vous attendez et vous avez l'impression que ce n'est pas traité, par exemple, je ne sais pas moi. Il y a de toute façon des numéros, chaque département, au niveau de l'inspection académique, la DSDEN 49, il y a des numéros avec des référents harcèlement et quand vous appelez ces numéros-là, vous avez quelqu'un, le référent harcèlement du département, qui prend en charge votre situation et qui ne va pas lâcher la situation tant que ça ne sera pas résolu. Oui, mais en tant que parent, on est... j'étais confrontée avec un de mes enfants, une fille, c'était pas du harcèlement verbal, c'était un autre type de harcèlement, mais qui pour moi est du harcèlement. Mais en fait, ça a été mis sous le tapis parce qu'il fallait surtout pas en parler. Et en fait, nous, quand on est désemparés, qu'on ne sait pas quoi faire, que notre enfant est dans un mal-être pas possible, on dit peut-être qu'on essaye, et puis en fait ça nous recule. On se dit oui, mais si on avait su, mais il était trop tard. Je vais vous rassurer, il n'est jamais tout à fait trop tard. Alors, on est d'accord. Non, c'est ce que les professionnels nous disent, voilà, en tant que parents. Prévenir, c'est mieux. Prévenir, c'est mieux. Mais il y a des situations, en fait, vous voyez, il y a des contextes. Et parfois, on a beau faire tout ce qu'on peut, remuer le sanitaire, parfois on a le sentiment de ne pas être entendu, parfois on n'est vraiment pas entendu. Mais c'est jamais trop tard, parce qu'en attendant, vous avez été là, et ça, votre fille, elle l'a vu, et elle le sait. Oui, mais aujourd'hui, ça fait 2 ans, et... Alors ça va beaucoup mieux, parce que des psychologues, on en a vu, de la pédopsychiatre, on l'a vu, mais aujourd'hui, son mal-être est toujours là, et on ne sait pas comment l'aider, on ne sait toujours pas comment l'aider. Alors elle évolue, avec ça, elle avance, mais on est sur un fil de funambule, je pense que tout le monde a ce fil-là en tête, et on ne sait pas le jour où elle va tomber. On ne sait pas à quel moment elle va tomber, on ne sait pas nous à quel moment on va tomber aussi, parce que en tant que parent, quand on est confronté au harcèlement, c'est très compliqué. Que ce soit pour le jeune et pour les parents, pour en tout cas les frères et sœurs, la fratrie, toute la famille. Ça impacte tout le monde, évidemment. Et puis ça les aidera dans les Et quand on nous dit c'est pas grave, elle a cherché, en fait, qu'est-ce qu'on a fait de mal, quoi. On se remet nous en cause, alors qu'en fait c'est pas forcément nous et elle le problème, quoi. Il faut essayer de trouver les infos, comme Mme Donval l'a dit. Il y a des référents harcèlement qui existent sur chaque département, puis il y a des référents au niveau du rectorat aussi. Il y a une ligne téléphonique du rectorat, puis il y a une ligne nationale. La ligne nationale va redescendre au rectorat et après dans le département. Puis là, la descente, elle est rapide. Puis là, c'est exigence de mettre des actions en place. Ils ont 48 heures pour vous répondre. Donc en fait, ça va très très vite après. J'ai eu l'inspectrice académique quand même au téléphone, elle t'a mis sous le tapis. Donc, j'ai pas eu la secrétaire de la... C'est évident de dire toujours ces situations-là. Ça arrive encore malheureusement. Même s'il y a des programmes, même si les professionnels sont de mieux en mieux formés. Oui, après, voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Comme votre intervention, c'est très bien, mais c'est vraiment des choses qui... Des cas comme le vôtre, on en accompagne de temps en temps aussi.
On essaie de trouver des solutions. Parce qu'il n'y a pas que le pendant, il y a tout l'après, il y a tout, comme vous disiez, il y a tout le psychique, le psychologique, tout l'accompagnement qu'on fait. Voilà, c'est tout l'accompagnement, c'est l'après, en fait, qui laisse des traces. Un délit, mais souvent un délit, quoi. Alors, ils arrivent à faire des choses positives après. Donc, toutes les personnes, tous les jeunes que j'ai pu rencontrer et avec qui on a pu travailler de façon active, on s'est aperçu qu'ils ont fait des choses positives avec le négatif qu'ils ont subi. Oui, mais il faut qu'ils comprennent aussi. Enfin, ils le font, il ne comprend pas, comme vous l'avez dit, il ne comprend pas forcément. Et, il y a le sentiment d'injustice en même temps. On se dit, bah voilà, il n'y a rien qui a eu. Puis quand l'ado ne parle pas, c'est encore pire. Mais des fois, ça vient. J'entends ce que vous êtes, mais des fois ça vient après avec. Non, mais ça vient avec le recul et une fois que l'adolescence s'est peut-être. Quand ils auront envie d'en parler, d'aplanir les choses. Puis il faut aussi leur faire confiance, c'est-à-dire qu'on a été sur un tableau, on touche du lourd, l'ado, mais ils sont aussi hyper créatifs. Les ados d'aujourd'hui, l'adolescence contemporaine, c'est aussi. Voilà, on parle beaucoup des réseaux sociaux en négatif, mais il y a aussi tout ce potentiel de créativité qu'ils ont, la libération de la parole. On est quand même sur des jeunes aujourd'hui qui font partie de cette ère-là où on a quand même déstigmatisé la question de parler, la question d'être accompagné par des professionnels. Et je suis sûre que ce sera des adultes de demain qui seront peut-être aussi plus à l'aise à parler de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont ressenti, qui sont plus outillés aussi sur tout ce qui est compétences psychosociales, je dirais. 2 mots après, mais voilà, j'entends que c'est hyper douloureux quand on y est et ça peut vraiment laisser des traces longtemps. Et puis il ne faut pas hésiter, du coup, même si c'était il y a 2 ans, à trouver aussi des espaces pour vous, parce que c'est pas facile d'accompagner son enfant quand il ne va pas bien. Non, mais c'est un parcours du combattant. Voilà. Et puis il y a l'enfant, mais il y a toute la vie qui continue aussi à côté. Il y a toute la charge que vous avez à côté. Donc il ne faut pas hésiter à trouver des espaces pour vous. Donc n'hésitez pas, à la fin, il y aura un petit peu convivial. Et on peut prendre le temps de discuter. J'aurais pas de réponse, je suis hyper forte, vous l'avez vu, mais je suis pas magicienne. Mais non, mais par contre on peut réfléchir ensemble. Faut hésiter à venir me voir si vous avez envie. On va passer à la dernière question. Donc selon vous, quelles peuvent être les personnes ou les lieux ressources pour vous accompagner ?
on a pu le voir, je peux me présenter. Du coup, moi, c'est Lauriane Clary, je suis responsable du service jeunesse et aussi animatrice Info Jeunes. Et c'est dans ce cadre-là que j'interviens. Donc, du coup, avec Madame Donval, on va pouvoir présenter ce qui est fait au sein des collèges. Donc, normalement, ça aurait dû être les CPR qui auraient présenté ces diapos, mais qu'elles soient absentes. J'ai pris le relais à la dernière minute. Donc, en fait, au sein des collèges, il y a des choses de mise en place, mais du coup, nous, on a trouvé ça important ce soir de le présenter parce que tout n'est pas forcément. On ne s'en rend peut-être pas compte forcément en tant que famille de tout ce qui peut être mis en place au sein du collège. Donc, il y a des interventions auprès des élèves de chaque niveau. Alors, ce n'est pas forcément sur le harcèlement scolaire ou sur le harcèlement en général, mais sur chaque niveau. Et dans chaque collège, il y a bien des interventions en lien avec l'estime de soi, avec le bien-être, avec aussi tout qu'est-ce que c'est un ado et toutes les problématiques qui peuvent générer. On a aussi une sensibilisation auprès des familles, notamment lors des réunions de rentrée. Il y a des messages qui sont passés, il y a des choses qui vous sont dites dans ces réunions tout au long de l'année. Donc, du coup, le collège essaye aussi, par cet intermédiaire-là, et aussi d'expliquer aussi quelquefois les méthodes qu'ils mettent en place au sein des collèges. Et il y a une sensibilisation et aussi une formation de l'équipe enseignante. Donc ça dépend vraiment aussi des établissements. Du coup, mais l'équipe enseignante peut se former sur ce thème-là. Et, mais pas que. Après, il y a aussi... on se rend compte que dans plein de formations, il peut y avoir aussi une petite partie sur ce thème-là, même si ce n'est pas le cœur de la thématique. Mais en tout cas, de plus en plus d'enseignants sont aussi formés sur cette thématique. Et il y a des actions toute l'année en lien avec les lieux ressources. Donc, comme ont pu être évoqués dans la slide d'avant, il y a beaucoup de lieux ressources que vous avez mis. Et du coup, il y a des actions donc, avec les partenaires. Là, notamment, nous, notre action de ce soir, ça nous semblait nécessaire que les collèges soient partie prenante de cette action parce que les élèves, les jeunes, ils passent quand même dans les établissements scolaires beaucoup de temps. Même, si on ne compte pas le temps de sommeil, c'est 90% de leur temps, ils sont quand même dans les établissements. Et du coup, les actions qu'on peut mener avec les partenaires locaux ou alors que les collèges aussi relaient nos informations. Quand nous, par exemple, là, je parle de l'implantation de la maison des ados, on a demandé au collège de relayer l'information pour que vous ayez aussi l'information parce qu'on estime que c'est une information qui est essentielle sur le territoire. Et notamment, c'est vrai que c'était moins facilitant quand vous étiez sur Cholet que là, il y a une permanence qui vient à nous. On peut passer à la slide. Et du coup, au sein des collèges, je pense que c'est obligatoire d'avoir une méthode Et du coup, quand ils identifient une situation de harcèlement, alors du coup, c'est ce qu'on disait, ce qui a été évoqué tout à l'heure. En fait, le problème, c'est qu'elles ne sont pas toujours identifiées. Et la plupart du temps, en fait, les jeunes ne communiquent pas, donc elle n'est pas visible, cette situation. Mais en tout cas, quand elle est identifiée, du coup, il y a la mise en place de la méthode. Et du coup, Madame Donval va pouvoir en parler plus que moi. Moi, je vais vous présenter la méthode qu'on utilise. Alors, cette méthode, c'est la méthode qui est mise en place dans les collèges en France. Ce qu'on appelle la méthode de préoccupation partagée, aussi appelée méthode Picasse. Donc, c'est celle qui a reçu le plus de labellisation parce qu'elle a démontré que c'est une méthode qui était très efficace. Alors, l'objectif de cette méthode, c'est de rétablir des relations plus apaisées entre des jeunes pour lesquels un élève est identifié comme victime et on a un ou des intimidateurs avec des élèves témoins. Alors, pourquoi on utilise cette méthode plutôt que... Enfin, si on prend
des conflits entre élèves, ce qui arrive assez fréquemment, on doit dire au collège, et des conflits qui sont répétés, donc qui rentrent dans le cadre de harcèlement. Si on arrive juste avec la loupe en disant on va résoudre ça par de la sanction, on sait maintenant, c'est prouvé que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc on sait que si on fait que de la sanction et on ne va pas travailler le cœur du problème, ça va se reproduire, ça va continuer, et le jeune qui se sera confié va se retrouver finalement en se disant moi j'ai parlé, on a essayé de traiter ça n'a pas été résolu, et même c'est pire après, donc je me tais, je ne dis plus rien. Donc on a un jeune qui a encore plus mal et qui s'enfonce dans le mal-être. Donc cette méthode de préoccupation partagée, elle fonctionne sur certains principes. Le premier principe, c'est reconnaître l'élève qui est en souffrance. Il n'y a pas de petite souffrance en fait, des petits conflits, tout est important en fait. En fonction des élèves, c'est ce que vous disiez, chacun va vivre ça différemment. Donc il n'y a pas de petite souffrance, il n'y a pas de petits conflits, et il faut prendre les situations le plus tôt possible. Donc plus vite on agit, mieux c'est. Et puis c'est aussi bien comprendre que l'élève qui est cible, qui est victime, lui ce qu'il veut, c'est pas qu'un élève soit sanctionné, ce qu'il veut c'est que ça s'arrête. Si on arrive à arrêter, il est content, il peut revenir au collège serein en sachant qu'il aura sa journée paisible. Et lui, voilà, pour lui, la journée sera bonne. Et puis aussi, cette méthode, il faut qu'on ait en tête que les élèves ne sont pas des élèves, les élèves intimidateurs ou témoins ne sont pas des élèves coupables. Il faut qu'on arrive avec une approche neutre pour qu'on soit dans une démarche, dans une méthode non blâmante, non accusatrice. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc on va impliquer les élèves qui sont, à la fois on va impliquer la victime, on va impliquer les intimidateurs, on va impliquer les témoins, pour qu'il y ait une sorte de réparation qui soit faite. C'est un peu un cercle vertueux. Donc faire prendre conscience aux intimidateurs et aux témoins de ce qui s'est passé, essayer de leur faire, pas admettre parce qu'on n'est pas là-dedans, mais leur faire comprendre eux-mêmes comment je vais réparer. Leur laisser cette possibilité-là. Et en individuel, alors je vais expliquer après, le principe. Et en fait, il y a un suivi aussi de la situation. Une fois que la situation, on estime qu'elle est traitée, on la suit dans le temps. Parce que, effectivement, des situations qu'on estime traitées peuvent reprendre. Donc là, je vais vous expliquer rapidement comment on procède, nous, dans un collège, pour traiter dans l'ordre la situation. Donc quand on a connaissance d'un élève qui se dit victime, alors souvent c'est l'élève qui témoigne, qui vient trouver un adulte et qui témoigne qu'il subit des choses. Soit c'est un camarade, parce que comme on a fait beaucoup de temps de sensibilisation depuis quand même plusieurs années, au primaire, au collège, ils savent ce que c'est que le harcèlement. Donc des élèves viennent me trouver moi, viennent me trouver la CPE, il y a un tel qui est victime de harcèlement. Donc, ils disent clairement le mot. Donc souvent c'est par ce biais-là. Ça peut être aussi les parents qui nous appellent, on prend rendez-vous et puis ils nous témoignent de plusieurs faits qui durent. Et les parents, oui, au départ on a essayé de temporiser, puis finalement ça ne s'arrête pas, donc au secours. Et on constate que ce n'est jamais un adulte qui constate des choses. Enfin, le harcèlement, c'est sous-marin, c'est-à-dire que ça ne va jamais se passer devant l'adulte. Personne ne va pouvoir constater, parce qu'une fois c'est dans la cour de récréation, une fois c'est dans un couloir, une fois c'est dans un message sur les réseaux. Enfin, de toute façon, on a c'est multiple, c'est partout. Donc, il n'y a jamais un adulte qui arrive en disant « j'ai vu un élève se faire harceler », parce que c'est par des témoignages. Donc, d'où la sensibilisation qui est importante pour pouvoir faire parler les autres, en fait. Donc, quand l'élève est identifié, on a identifié une victime, à ce moment-là, on a un entretien individuel avec l'élève pour essayer de comprendre ce que l'élève vit, le rassurer, lui expliquer la démarche. Parce qu'en fait, on va lui donner des consignes très précises. Parce qu'en fait, il va falloir qu'il ait une attitude vis-à-vis des élèves qui l'embêtent. Peut-être qu'il l'insulte, il va falloir qu'il ait aussi, lui, une attitude. Par exemple, quand on va mettre en place la démarche, les élèves intimidateurs, ils vont essayer de réparer
c'est l'idée, hein, d'essayer de réparer. Donc peut-être qu'ils vont venir trouver la victime 2-3 jours après, et puis en essayant en lui disant bah, bonjour, est-ce que ça va? Donc la victime, ce qu'elle a envie de faire, c'est l'envoyer balader, parce que bah, c'est bon quoi. Et ben, en fait, on lui dit non, il ne faut pas faire ça, il faut que tu. Oui, ça va bien, pas forcément devenir copain, mais oui, ça va bien, et tout, mais pas l'envoyer balader. En fait, parce que l'autre est en train de, quelque part, essayer de réparer ce qu'il a fait. Donc il faut accepter cette réparation. Sinon, on casse toute la chaîne de la méthode de préoccupation partagée. Donc ça, c'est la victime. La victime, on lui dit, ben voilà, toi, en tant que victime, on comprend bien, mais tu as aussi un rôle, donc, s'il se passe ça, ben, il faudra réagir comme ça, s'il se passe ça, etc. Donc, on le briefe. Et puis ensuite, on voit les élèves en entretien individuel pour ceux qui sont intimidateurs ou témoins. Et c'est que les entretiens individuels, on ne voit jamais un groupe entier, hein, c'est des individus, personnellement, et ces entretiens très courts, 5 à 10 minutes. Très très bref. Et les entretiens sont tous faits par des personnels formés à ces méthodes-là. Voilà, discrètement, voilà, ça dure 5 minutes, et puis, et donc on les questionne sur, bah tiens, je suis inquiet pour un tel, qu'est-ce que tu as remarqué, voilà, est-ce que tu as remarqué? Alors donc l'élève, bah non, j'ai rien remarqué, ou bah non, mais qu'est-ce que tu proposes? Bah je vais faire attention à lui, et des fois l'élève qui, on sait potentiellement qui est le plus intimidateur, va dire non, je n'ai rien vu, moi non, mais je vais faire attention, par exemple. Bon, bah, très bien, donc on note, il va faire attention. Et puis après, on va le revoir. Alors, est-ce que tu as vu quelque chose? Bah oui, j'ai fait attention à lui, tout ça. Voilà. Et en fait, c'est un travail comme ça, avec les élèves qui sont victimes et qui sont intimidateurs ou qui sont témoins, pour prendre en charge la victime et pour faire attention à lui. Chacun à sa mesure, et il faut que ce soit l'élève intimidateur qui soit force de proposition pour réparer. Voilà, on l'engage à trouver qu'est-ce que tu peux faire ou qu'est-ce que tu proposes. Donc en fait l'élève prend des engagements. Et puis ensuite, quelques jours plus tard, donc ça se passe dans un délai de 48 heures. Ça va très vite, voire dans la journée. Et puis quelques jours plus tard, on revoit l'élève victime. Alors comment ça va? Ah bah ça va mieux. Voilà, bon, souvent c'est quand même ce qu'on a comme réponse. Hein. Je vous dis honnêtement, bon ça va, très bien. Et puis une semaine après, alors comment ça va? Ah bah ça va. Et puis des fois, ça arrive, quelques semaines après, quelques mois après, il revient. Ah non, je suis embêtée, ça a repris. Alors des fois, il y a encore des choses, mais avec d'autres élèves, ou alors ça. Et donc on réactive la cellule. Voilà. Donc, et puis évidemment, au bout du compte, si on voit qu'il y a une situation qui est enquistée, que malgré ces méthodes-là qui fonctionnent très bien, on n'y arrive pas, on passe sur des méthodes, là, du coup, un peu plus officielles, avec des sanctions. On sait que ce n'est pas la solution miracle, mais à un moment donné, de toute façon, on a essayé, en fait, on a fait avec les méthodes qui, pour nous, étaient les plus efficaces. Et en tout cas, de toute façon, c'est des choses qui fonctionnent très, très bien. Et à quel moment les parents de ceux qui harcèlent, entre guillemets, sont prévenus? Alors, les parents de ceux qui harcèlent ne sont pas nécessairement prévenus parce qu'on considère que dans d'autres méthodes, ils ne sont pas coupables. Ils doivent, entre guillemets, réparer en s'arrêtant, en allant voir l'autre, en étant dans la préoccupation partagée. Mais on ne prévient pas les élèves qui sont témoins ou potentiellement intimidateurs. On prévient les familles, évidemment. Mais les parents, ils ont un rôle à jouer aussi, parce que... Eh bien, si vous voulez, nous, dans la méthode, il n'y a pas cette dimension où les élèves qui ont été vus, les parents ne sont pas prévenus. On prévient, évidemment, les parents des élèves victimes. Oui. Là, on a un échange avec eux. Voilà. Mais quand on sait que l'enfant, l'intimidateur, celui qui harcèle, parce que les témoins, pas forcément, mais pourquoi les parents de ce jeune-là ne sont pas mis au courant que leur enfant est agresseur, ou parce qu'après ça peut... En fait, si vous voulez, si on résout le problème, on peut se dire qu'en fait c'est aussi faire prendre conscience aux jeunes que, en fait, il y a l'histoire de sanction. Si on sanctionne, on prévient les familles, voilà.
Mais le jeune, quelque part, qu'est-ce qu'il a appris? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est rentré dans l'empathie avec l'autre? Non. Et donc, le fait de faire cette méthode-là, on estime qu'il est rentré en empathie et il a essayé de se mettre à la place de l'autre, il a essayé de réparer. Et si on est sur quelque chose de blâmant, ça veut dire qu'effectivement, on appelle les familles. Les familles, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bah, peut-être, qu'est-ce que tu as fait, machin. Donc, finalement, quelque part, on rajoute un poids sur l'élève qui a intimidé, et quelque part, on casse. On m'a juste dit, c'est pas bien, qu'est-ce que tu fais, t'as réparé. Oui, mais en fait, au bout du compte, ce qui est important, c'est est-ce que l'élève qui était victime, ça s'est arrêté? Si ça s'arrête, oui, mais... Ah bah oui, mais encore... Ce que j'ai compris, c'est dans les situations où en fait, ça s'arrête assez vite. Ah bah La oui. situation ne s'arrête pas vite, là par contre, les familles sont au courant. Ah bah après, on arrive sur un autre registre, C'est évidemment. la première méthode. Ça, c'est la première, voilà, c'est la première méthode. C'est les premières méthodes qu'on utilise. C'est tout à fait ça. C'est pas, en fait, on ne considère pas qu'on a que cet outil-là. C'est le premier outil qui fonctionne très bien quand les situations sont prises tôt, mais qui fonctionnera très très mal si on récupère des situations de harcèlement qui durent depuis des mois. Hein, je pense que c'est pas faux. Hein. Parce que on a des choses qui sont vraiment dures, peut-être avoir avec des groupes, avec des réseaux sociaux. Enfin, des fois, on a quand même des choses qui sont très très le harcèlement peut s'arrêter, mais le mal-être de la victime peut toujours persister. Ah bah oui, mais ça c'est la famille de la victime qui doit après... Oui, mais en tant que parent, on dit, il n'y a pas de... Enfin, c'est la victime qui est pas bien, il n'y a pas de justice en fait. En tant que parent de victime, il n'y a pas de justice. Oui, je comprends votre point de vue. Mais c'est ce que je disais, ce qui a été prouvé, c'est que quand la justice, ce serait quoi? Ce serait de sanctionner. De prévenir au moins les parents du harceleur. Moi, si j'apprenais, je ne sais pas, quelques mois après que mon fils était harceleur et qu'on me l'a pas dit, Sauf que là, nous, on est dans des situations. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans la méthode, il est intimidateur et en fait, il répare. Enfin, on est dans la justice réparatrice, quoi. C'est exactement ça. Oui, mais nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'on pourrait discuter avec notre enfant à ce moment-là, en fait. Oui, j'entends. Ouais. Mais peut-être que c'est aussi des fois le rendre un peu acteur. En fait, on est aussi aujourd'hui de plus en plus sur toutes ces compétences psychosociales et puis développement de ces compétences-là et de rendre acteurs les jeunes aussi, vous voyez, par rapport, encore une fois, aux adultes qui vont être demain. Alors, effectivement, il y a des choses, je pense, qui peuvent se gérer en interne entre jeunes. Il y en a où je suis d'accord avec vous, peut-être ça va leur passer complètement au-dessus, cette méthode-là. Pour autant, déjà, la victime, elle est mise en sécurité. Ce jeune-là, si ça lui est complètement passé au-dessus, je vais même peut-être pas. Mais effectivement, que peut-être qu'il aura d'autres comportements qui sont problématiques avec d'autres jeunes, ils seront de nouveau dans cette posture-là d'intimidateur, parce qu'il y a une question de personnalité aussi. Enfin, ça, c'est clair. Et qu'à ce moment-là, il y aura la sanction qui tombera. Mais pour autant, je ne suis vraiment pas sûre, si on fait le lien aussi avec ce que vous avez présenté tout à l'heure, que la sanction, on le sait, je veux dire, aujourd'hui, sur plein de sujets, c'est pas... Si on, à l'inverse, si on apprend, parce que ça se sait toujours, si on apprend par quelqu'un d'autre que notre enfant a été le harceleur de quelqu'un, on va se dire, mais là, en fait, quelque chose, là, il a intimidé. Il Il a harceleur, il a intimidé, il a le droit aussi à l'erreur. Il a le droit, il est dans une phase d'apprentissage, il est dans une phase de construction, donc il a le droit, une fois à l'erreur, d'avoir été pris dans ce phénomène de groupe, d'avoir intimidé, parce qu'il a été pris dans ce phénomène de groupe, parce qu'il voulait garder sa place dans le groupe. Vous voyez, on n'est pas tout de suite sur le fait ça rentre pas de ce qu'on entend dans harcèlement. C'est peut-être quelque chose de très grave, et c'est juste un mot de travers. En fait, on cherche à prendre les situations avant d'être dans du harcèlement dur. C'est sûr que oui, si c'est un mot de travers. Alors, on ne fait pas cette méthode-là pour un mot de travers. Voilà. Non, mais ça, c'est pas des enfants qui roulent de coup un autre enfant à la tête. Non, mais évidemment. Pour reprendre sur la méthode au début, on ne parle pas de harcèlement. Comme ça a été dit, c'est l'équipe qui s'inquiète pour un jeune, qui sent qu'il est en mal-être. Donc on ne veut pas parler de harcèlement, parce que si on parle de harcèlement, ça veut dire que la personne a parlé. Donc ça veut dire que la victime a parlé. Et c'est un risque que les harceleurs vont dire il a parlé, donc on va accentuer le harcèlement. Donc le but, c'est ça, c'est d'enlever la notion de harcèlement pour traiter la situation. En fin de compte, ce qui est important dans le traitement des situations de harcèlement, ce n'est pas le mot harcèlement, c'est la situation qu'on doit gérer. C'est ça qui est important. Plus on va gérer les situations avec les différentes méthodes, mieux ce sera géré.
Non, moi, ce qui m'interpelle, en fait, c'est que votre méthode elle est sûrement bien. Par contre, vous agissez au sein de l'école. Par contre, vous ne pouvez pas agir sur tout ce qui est réseaux sociaux. Parce que la personne qui harcèle, elle peut très bien toujours se corriger à l'école, mais par contre, au niveau des réseaux. Pour les réseaux sociaux, vous avez un rôle. Et du coup, justement, c'est peut-être l'intérêt de prévenir les parents de harceleurs qui, eux, peuvent agir sur les réseaux sociaux, enfin, sur le téléphone, sur tous ces... Quand il y a du cyberharcèlement, les familles sont contactées, là, parce qu'on ne passe pas par la méthode de... Parce que là, on est sur des outils privés, des logiciels privés, donc nous, on ne peut pas agir. Donc là, par contre, on intervient auprès des familles, et puis des fois, il y a des dépôts de plainte, mais des familles auprès de la gendarmerie. Parce que nous, on n'a pas tellement de possibilités. Donc après, c'est de la régulation. Donc il y a des parents qui coupent les réseaux sociaux. Ma question, comment les parents du harceleur peuvent agir de leur côté s'ils ne sont pas au courant que leur enfant cause des problèmes avec quelqu'un d'autre? Je ne suis pas dans la situation, mais c'est peut-être... par contre, je suis dans les associations de parents et on a beaucoup de parents d'élèves et on a beaucoup de retours et ça va très très vite les communications entre parents. Alors, je n'ai pas la réponse à votre question, mais peut-être que si les parents du harceleur sont prévenus trop tôt, après ça risque peut-être de devenir, de créer des problèmes entre parents, parce que souvent, j'ai vu des situations où des enfants finalement, c'était pas encore une situation de harcèlement, mais c'est les parents qui créaient un énorme problème, alors qu'en fait finalement l'équipe enseignante avait très bien fait son rôle et de faire confiance à l'enseignant. Parce que ça, je le vis. Parce on que le vit dans les collèges. On le vit où il y a des histoires, on n'est même pas au courant, ou alors on arrive le matin, et en fait, c'est monté au niveau des parents, et on n'a même pas traité, on n'a même pas eu le temps d'être au courant et de traiter. Et donc en fait, à partir du moment où les parents s'en sont mêlés entre eux, nous on ne peut plus rien faire, parce qu'en fait c'est monté dans une sphère qui fait que ça a cristallisé tout, et notre méthode ne peut plus fonctionner. Voilà. Donc en fait, c'est très compliqué quand on a des parents, des fois, qui arrivent sur le parvis du collège et qui invectivent, ah bah oui, ça arrive, et qui invectivent, et qui ça remonte au rectorat sur les numéros que je vous ai dit, en disant mon enfant est harcelé, le collège ne fait rien, alors qu'on n'est même pas informé. Enfin, on a aussi des situations de parents, c'est pour ça que prévenir les parents sur des situations où finalement on arrive à résoudre les choses et ça s'apaise, on se dit, on a tout gagné, quoi, parce que... voilà, et il faut faire attention en fait. Finalement, par rapport à tout ce qui avait été dit, moi je pense que j'ai un de mes fils qui est peut-être en potentiel futur, c'est peut-être pour ça que je suis aujourd'hui, il est en primaire encore, mais peut-être un potentiel futur harceleur, donc c'est aussi des inquiétudes. Et en fait, par rapport à tout ce qui a été dit sur l'adolescence tout à l'heure, c'est ce qui m'a fait intervenir parce que je m'aperçois finalement quand il est lui-même mis devant le fait accompli de ses conséquences, de réparer et de tout ça, le connaissant, il est beaucoup plus touché et ça va plus le transformer dans son comportement futur et à long terme que si quand son père le met au point quoi, et le punit et voilà. Et ça lui passe au-dessus et ça change rien de son comportement. Alors que quand il y a réparation et tout ça, il est mis tout son visage sur les conséquences, l'apprentissage, et ça j'ai vu que ça avait des conséquences beaucoup plus positives sur son comportement. Et ça remet pas en cause le rôle des parents, ça n'annule pas le rôle des parents. Les parents, si les parents de la victime sont au courant parce qu'ils le sont, pour moi les parents de l'autre personne doivent l'être aussi. Enfin, je vois pas comment on peut... Parce que c'est diffus des fois. On parlait de ça, c'est des groupes, c'est très diffus. Donc on n'arrive pas à savoir qui fait quoi. Oui, mais sur des... Et donc là, on va prévenir qui, un témoin, un parent témoin, enfin, donc... C'est vrai. Je rappelle qu'on ne parle pas du harcèlement. Ça veut dire que si on informe les parents que leur enfant est harceleur, les parents ils vont dire à leur enfant, il paraît que tu harcèles, et le gamin titre dans sa tête, il va dire, tiens, comment mes parents sont au courant, ça veut dire que l'autre a parlé. Et c'est ça qu'on veut éviter dans cette méthode. Et c'est là que ça peut reproduire. Voilà. Donc le problème, c'est ça qu'on ne veut pas. Donc c'est pour ça qu'on intervient pas auprès des familles des harceleurs, parce que pour éviter cet engrenage. Parce qu'en fin de compte, la situation a été traitée. Et ce que veulent tous les enfants, c'est retrouver leur place d'élève et que ça s'arrête. Ce que veulent les parents, c'est les sanctions. C'est plutôt ça, en fin de compte. C'est une reconnaissance. Oui, mais c'est une reconnaissance, sauf que la sanction n'est pas toujours réparatrice. Mais non, même pour les victimes. Non, on le vit encore aujourd'hui. Après, vous parlez beaucoup du harcèlement verbal, physique. Enfin, il y a le harcèlement sexuel aussi. C'est une forme de harcèlement. Et on met cette limite de harcèlement sexuel, on la met en quelle case?
Est-ce que, enfin, excusez-moi le terme, les touches-pipi, on a tous entendu parler. Après, un petit garçon qui demande à une petite fille de baisser son pantalon, de lui toucher les seins, de lui faire couper le camion, enfin c'est du harcèlement, c'est... Quand c'est répété, C'est même une Et agression. quand C'est c'est une la agression sexuelle, sexuelle, ça. voilà. En fait, on n'est pas sur du harcèlement, vous voyez. Là, on Enfin, ça, c'est enfin, votre, vous voyez, en fait, c'est que vous passez vous en sur un autre. parlez, mais Ouais. c'est ce qu'on a vécu. Là, madame, ce que vous expliquez, si moi, dans mon collège, on me dit il y a ça, Et je ne c'est en dis pas que c'est du primaire, harcèlement. Mais peu importe, c'est pas du harcèlement, c'est une agression. Oui, mais quand on Donc c'est dit- un autre cadre, Moi, donc ce c'est qu'on le m'a procureur, c'est d'autres Ce qu'on m'a dit, c'est que c'était ma fille qui avait beaucoup plus cherché. grave. Oui, bah oui. Donc, enfin, vous comprenez peut-être maintenant ma réaction. Oui, oui, Alors, il y a l'effet de groupe du harcèlement verbal, ce qui n'est pas bien, hein, mais quand l'enfant est identifié, quand on vient nous dire ça, quand ma fille après nous dit j'ai dit non, mais il me demande de continuer, et qu'on n'a personne à côté pour nous dire ce qu'on doit faire, ça fait 2 ans que notre fille n'est pas bien, que nous on n'est pas bien, qu'on est sur un fil bancal où on ne sait pas quand est-ce qu'elle va tomber, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est encore un accompagnement. J'entends que vous êtes arrivé sur cette soirée, sur cette thématique-là. Là, pour moi, ce qu'a vécu votre fille, c'est autre chose. On parle d'une violence sexuelle. Oui, mais c'était dans le cadre de l'école. Ben oui, mais c'est C'était encore dans le autre cadre chose. scolaire et il n'y a pas pas eu d'accompagnement. Évidemment. C'est encore autre chose, c'est encore un autre sujet. Mais ça fait partie du harcèlement. Pas ce que vous décrivez là. Là, c'est de l'agression C'est une sexuelle. agression sexuelle. Typiquement d'agression C'est pas du harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, c'est quand on va avoir des propos sexistes, qui qu'on se va répéter. être très lourdingues, vous voyez. Avec une Là, hiérarchie par contre- peut-être, avec un poste peut-être un peu plus, un patron qui va... Voilà, on voit qu'il y a un il y a déséquilibre. il y a un déséquilibre de... Mais là, à partir du moment où il y a un geste qui est commis, sans Après, le le consentement, rectorat c'est est la sous d'appui et dit Ça, moi, je peux pas imaginer ça. Et cette méthode, elle est utilisée aussi en primaire. Oui. Elle commence à être utilisée en primaire. Alors, Elle commence. le problème, c'est que au collège ou au lycée, c'est plus facile parce qu'il y a les équipes dédiées. Au primaire, il faut détacher une personne pour pouvoir faire les entretiens. Et l'idéal, il ne faut pas que ce soit la directrice de l'école. Alors, c'est ça. Il faut pas, moi, je ne peux pas faire d'entretien, je ne fais pas la méthode Picasso parce que j'ai pouvoir de sanction. Il faut que ce soit quelqu'un qui n'ait pas pouvoir de sanction. Donc, nous, notre équipe qui voit les élèves intimidateurs ou témoins n'ont pas pouvoir de sanction, de punition. Enfin, tout le monde a pouvoir de punition dans un collège, mais pas de sanction en tout cas. Voilà, donc ça peut être l'infirmière scolaire, ça peut être une ED, ça peut être un enseignant, quelqu'un d'un peu plus neutre en termes de hiérarchie. Voilà. Et la CPE voit les élèves victimes. Donc en primaire, ça commence à le faire, ils commencent à être formés sur la méthode. Mais la formation a débuté plus tard qu'au collège. Oui. Et C'est c'est sous volontariat Sur volontariat. de la direction de l'école. Si la direction veut se former, il y a possibilité. Mais en fait, il n'y a aucune obligation pour toutes les écoles, pour l'instant en tout cas. Il n'y a pas d'obligation que les écoles primaires soient. Pas dans le primaire. Et Au on constate secondaire, quand même il y a, c'est connu ça, il y a quand même le harcèlement, plus ça va, plus ça dérive vers le primaire. Il y a beaucoup de situations parce que les élèves ne sont pas en empathie, parce que voilà, enfin, c'est assez violent aussi le primaire. Hein. Le collège, c'est violent. Moi, je vois à l'école en primaire, c'est Saint-Pierre, ils travaillent dès la maternelle sur les messages clairs, sur ce groupe de paroles. Quand un enfant est embêté par un autre, ça met vraiment dès la maternelle. C'est acquérir les compétences. C'est tout ce qui est EVARS, l'éducation à la vie affective et relationnelle, qui est fait en primaire. Donc ça, c'est très important, justement, et ce qui est beaucoup fait dans les pays nordiques. Et d'où vient la méthode, d'ailleurs? La méthode vient des pays nordiques. On va, du coup, si vous avez peut-être encore une ou deux questions, et puis après on va pouvoir clôturer et puis passer sur le Les privé. lieux Il y a ressources, les lieux ça fait partie. oui, pardon, peut-être. Un petit peu. C'est pas très long. Ça va être rapide. Pas de soucis. Alors, dans les lieux ressources, je vais vous présenter déjà, je vous présenterai dans un second temps un CVS, mais je vais vous parler du numéro national qui est le 3018. Le 3018, c'est la plateforme nationale de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement. C'est pour les deux parties. Ils sont ouverts du lundi au dimanche de 9h à 23h. Ce sont des équipes spécialisées dédiées au harcèlement et au cyberharcèlement. Donc, quand un parent, par exemple, a perdu le moyen de communication avec l'établissement, il peut appeler le 3018.
Et là, ça redescend en cascade jusqu'à l'établissement avec obligation de mettre des actions en place. Ça, c'est dans le cadre du programme phare, qui est le programme de lutte contre le harcèlement. On fait partie de la méthode de préoccupation partagée. Nous, à CVS 49, on est une association régionale, on travaille sur la région Pays de la Loire, et on a 2 permanences sur le Maine-et-Loire. On en a une à Angers, tous les samedis de 9h à 17h, et on en a une sur Cholet, chaque premier samedi de chaque mois, de 9h à 17h aussi. J'ai mis quelques flyers, il y a les adresses de nos permanences. Ce sont des permanences d'écoute où on prend en compte la parole des personnes, et puis on essaye de voir où des personnes en sont dans leur histoire, et après on essaye de voir en fonction du besoin, c'est parce qu'il peut y avoir un besoin de psychologue par exemple, de thérapeute, on va essayer d'aiguiller, on va essayer d'aiguiller sur d'autres associations. Il y a un besoin peut-être aussi de juridique, parce que des parents veulent porter plainte ou déposent plainte, donc là ils ont besoin de conseils juridiques, donc on donne aussi des conseils juridiques, parce que depuis le 2 mars 2022, le harcèlement scolaire est devenu un délit dans le code pénal. Ça c'est important aussi de l'avoir en tête. Entre 2022 et 2024, il y a 600 procédures judiciaires qui sont pour l'instant en attente de résultats. Ça, c'est un chiffre national qui nous a été donné hier. 600 procédures, donc c'est beaucoup quand même. Donc ça veut dire que c'est pris en compte, il y a des choses qui sont prises en compte. Et nous, au sein de l'association, on a différentes choses. On fait des interventions en milieu scolaire et on fait aussi un pôle écoute et conseils pour les familles. Moi, je vais vous présenter l'AMDAS.